Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, c'est la fin de la fête pour les sapins de Noël. Le ramassage des sapins par la casque a commencé hier. Les services communautaires ont arpenté les rues de Sarreguemines pour collecter les sapins laissés sur le trottoir. Les autres communes de l'agglomération bénéficient aussi de cette opération jusqu'à vendredi. Et à chaque commune, un jour bien précis, des sapins qui sont ensuite emmenés sur la plateforme de compostage de l'agglomération. Tout de suite, le résumé de l'info en 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Dramatique accident au Pays de Bitche. Virginie Jacob, une jeune maman originaire de Mouterouz, a perdu la vie hier matin sur la route qui mène à Berenthal. Son enfant de 5 ans a été retrouvé en hypothermie 3 heures après le drame. TGV à volonté pour les jeunes, confrontés à une baisse du nombre de passagers et un taux de remplissage de 64%, la SNCF lance la nouvelle carte IDTGV Max. Elle propose aux 16-27 ans des voyages illimités vers une cinquantaine de villes. Coût de la carte 64,99 € par mois avec un engagement d'1 an. 30 tonnes de sel sur les routes. Premier épisode neigeux d'importance sur la région hier. Le personnel des services techniques était sur le pont dès 4 h du matin pour dégager les routes. Roland Roth, président. Les 80 élus de la casque, désormais renforcés par les communes de l'Albé-des-Lacs, éliront leur président et a priori les 15 vice-présidents ce jeudi. Sauf énorme surprise, Roland Roth, à la tête de la casque depuis 19 ans, devrait postuler. L'agglo a évolué au 1er janvier de 52 500 habitants à près de 67 000 habitants. La cafétéria au cœur du CHS. Construite en 1970, des travaux de rénovation s'imposaient. La direction l'a rappelé, la cafétéria est la place du village, un lieu de rencontre incontournable. Coût des travaux, 430 000 €. Que faire de nos sapins après Noël? La casque organise le ramassage des sapins dans les rues des communes. Solde, un coup pour rien. Trop tôt certes pour faire un bilan, mais le premier dimanche d'ouverture des magasins a été un flop à Sarreguemines. Un cumul sans doute d'effets négatifs dont la météo et des rideaux fermés à l'instar du Carré Louvain. Ouvert depuis octobre 2013, l'Hylosphère a été inauguré il y a exactement 3 ans. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. La création de l'Hylosphère s'est accompagnée de celle de 4 emplois, 3 encadrants éducatifs et un veilleur de nuit. Ce bâtiment est divisé en 2 espaces. Il y en a un qui sert la nuit, un internat, le seul en Moselle-Est destiné aux enfants d'IME souffrant de troubles envahissants du développement. L'internat comprend 10 chambres permanentes et 2 chambres temporaires. L'espace jour s'adresse à un public plus large, IME, CESAD et établissements pour adultes. Les usagers peuvent bénéficier des salles d'ergothérapie et de la salle Snozelen. On passe maintenant à la page météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain matin on va retrouver un ciel très nuageux. Les conditions vont ensuite se dégrader en journée avec des pluies d'abord intermittentes et qui vont s'accentuer dans le courant de l'après-midi. Les températures maximales vont se hisser entre 3 et 6 degrés, mais un air froid s'engouffre sur la région dans la nuit de jeudi à vendredi et va favoriser le retour de chutes de neige. Demain nous sommes le jeudi 12 janvier, nous fêtons les Tatiana. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h58. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt. Pour commencer ce JT, on s'intéresse aux soldes. Vous le savez, la Lorraine a une longueur d'avance. Et si la période de démarque hivernale commence aujourd'hui en France, cela fait déjà une semaine qu'elle est en vigueur sur le secteur. Julia Bitran et Guillaume Dumonteil sont allés à la rencontre de commerçants sarregueminois pour dresser un premier bilan.
Les commerçants mosellans ont pu commencer les soldes avec de l'avance par rapport au reste de la France. Est-ce que ça a été vraiment positif ou est-ce qu'il y a des points négatifs par rapport à cette date ? Alors, effectivement, pour certains commerçants, ça a été positif. J'ai fait un petit peu le tour de mes collègues. Certains sont ravis de pouvoir commencer avant d'autres. Après, je pense que ça dépend aussi du type de commerce qu'on a. Nous, on a des produits qui vont être un petit peu plus intemporels ou qui se vendent un petit peu toute l'année, d'autant plus que c'est encore le point fort de notre saison. Globalement, c'est vrai que les soldes sont très tôt en saison. On finit à peine décembre, on commence au 2 janvier les soldes. Pour nous, en termes de préparation aussi, c'est tôt. En termes de saisonnalité aussi, c'est tôt, parce que l'hiver commence le 21 décembre, et donc on commence les soldes le 2 janvier. Je pense que le temps ne nous a pas aidés, sinon je pense que c'était une bonne idée de démarrer les soldes début de l'année, puisque de toute façon, les gens, sachant que les soldes démarrent à un moment donné, auraient attendu le démarrage. À Sarreguemines, le choix a été fait cette année, en 2016, de n'ouvrir que 3 dimanches de l'Avent, mais en revanche d'ouvrir le premier dimanche des soldes. Est-ce que ça a été bénéfique ? Alors, les 3 dimanches de l'Avent ont été très bons. On a très bien travaillé en décembre, c'était une bonne chose. L'ambiance de Noël était là, les gens ont eu envie de se faire plaisir et de faire plaisir à leurs proches. Je pense que 3, c'est largement suffisant. Après, je pense que c'est une question d'organisation. Quand on a envie d'acheter les cadeaux de Noël, 3 semaines, ça fait quand même 21 jours. Je pense qu'on a le temps. Et le premier dimanche des soldes, est-ce qu'il a été rentable ? Rentable, non. Je pense pas, non. Quoique j'étais surprise. Il y a des rues apparemment qui sont des rues dans lesquelles on va un petit peu instinctivement se promener le dimanche. Et une de mes collègues en face m'a dit qu'elle a eu une très bonne journée. Comme quoi, ça dépend vraiment des commerces. Le premier dimanche des soldes, cette année, c'était pas intéressant du tout. L'année dernière non plus, c'était pas l'euphorie. Mais est-ce que c'est un problème de communication ou parce que effectivement, on est en décalage avec les autres départements et que les gens ne savent pas trop ? Je pense qu'il y a des choses à revoir à ce niveau-là. On a décidé d'ouvrir et ça n'a pas été un succès. Succès pour différentes raisons. Je crois que c'est un enchaînement de choses. On ne peut pas demander aux consommateurs de consommer et à Noël et après en janvier et un peu tout le temps. Aussi au niveau climatique, échec au niveau climatique, on va dire aussi, où il y avait du verglas, il y avait des annonces verglas, des alertes météo, et donc les gens ne sont pas sortis ou moins sortis. Est-ce que ça rentre vraiment dans les têtes ? Autre bilan, celui de la casque, ou plutôt de la nouvelle casque. Depuis le 1er janvier, la communauté de communes de l'Albe et des Lacs et la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont fusionné. Alors concrètement, quels sont les changements ? Sandrine Serbino, Thomas Drouin et Barbara Paul-Foss nous donnent les chiffres clés. Le territoire de la Casque s'agrandit. Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes de l'Albe et des Lacs et la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont fusionné. Jeudi 12 janvier, le président et les vice-présidents vont être élus. Il est donc grand temps de faire un petit rappel des changements que cette fusion va engendrer. Voyons d'abord les changements géographiques. 12 communes se sont ajoutées à la nouvelle Casque pour atteindre un total de 38 communes. Elle va donc passer de 51 746 habitants à 65 921 habitants. Et si d'un bout à l'autre de cette nouvelle intercommunalité, certains ne connaissent même pas le nom de tous les villages, vous saurez au moins qu'environ 35 km séparent les 2 communes les plus éloignées, ce qui équivaut quand même à une quarantaine de minutes de route en voiture. La population se concentre majoritairement autour de Sarreguemines avec près de 22 000 habitants, de Sarralbe avec 4 664 habitants, Großbliederstroff, Wustwiller, Puttelange-au-Lac, Ambach et enfin Roulin. Ils représentent à eux seuls 41 243 habitants, ce qui représente presque 60% de la totalité de la Casque. Et pour l'anecdote, la plus petite commune est Azembourg avec 132 habitants, suivi quand même de très près par Kirchwiller avec 148 habitants. À elle 2, elle représente environ 0,5% de la population. Passons maintenant à la partie politique avec la répartition des sièges dans l'Assemblée communautaire. 80 sièges au total ont été répartis dans les différentes communes de la manière suivante. 22 sièges ont été attribués à la ville de Sarreguemines, 5 à la ville de Sarralbe, 4 à Großbliederstroff et 3 aux communes de Wustwiller, Puttelange-au-Lac et Ambach. 8 communes bénéficient de 2 sièges, dont Rémelfin, Unlin, Olvin, Rémerin-les-Puttelanges ou encore Willerwald. Pour les 24 communes restantes de Wieswiller à Azembourg, chacune bénéficie d'un seul siège.
Et pour parler de la fusion, j'accueille Charles Langoutte. Bonjour. Bonjour Aude. Alors vous êtes ancien directeur général des services de la Casques. Vous avez vécu toutes les évolutions du district et de la Casques et notamment l'arrivée de nouvelles communes, comme c'est le cas en ce moment. Alors à l'époque, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Bon, disons, le premier événement essentiel concernant l'arrivée de nouvelles communes, on peut le situer lors de la création de la communauté d'agglomération, où on a vu les communes de Groß-Biedersdorf, Wundla et Wielerwald rejoindre la précédente intercommunalité, le district. Et ceci s'est fait, je dirais, après un travail assez important d'explication. Et finalement, on a obtenu l'adhésion de ces communes qui ont bien compris la nécessité d'adhérer à un établissement de projet. Et alors aujourd'hui, pour cette fusion, quel regard vous portez sur la situation ? Si je peux un peu retourner en arrière, je crois me souvenir qu'en 2012, lors de mon départ à la retraite et lors d'une interview, j'avais déjà signalé qu'il me semblait essentiel pour la suite et l'évolution de l'intercommunalité sur le secteur de Sarreguemines que nous assistions à moyen terme à un rapprochement entre le secteur de Sarralbe et celui de Sarreguemines, alors que pour le secteur de Bitche, il aurait été préférable qu'effectivement il se constitue en une seule unité, ce qui permettait effectivement d'avoir un regroupement sur l'ensemble des communes, étant noté que même si Bitche devait avoir une entité particulière, due à des caractéristiques locales, il était tout à fait logique qu'elle travaille dans la main et la main avec une étroite liaison avec le secteur de Sarreguemines. Et alors pour vous, cette fusion, est-ce qu'elle a des points positifs, des points négatifs ? Je dirais, en ce qui concerne les points positifs, on ne peut qu'effectivement applaudir au fait qu'effectivement ce secteur de Sarralbe, qui fait partie du bassin de vie et du bassin d'emploi, vienne rejoindre cette nouvelle intercommunalité. Alors que, en ce qui concerne les points négatifs, je vous dirais, j'ai du mal à les trouver si effectivement ça ne peut être qu'une question d'ego de l'un ou l'autre élu, mais dans la réalité des faits, ce ne va être qu'une bonne solution pour le secteur. Et alors la prochaine grande étape de cette fusion, c'est jeudi soir, avec la première assemblée plénière. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les enjeux de cette soirée? Les enjeux de cette soirée, ce sera essentiellement l'élection du président et des vice-présidents. Donc la séance, elle sera présidée par le doyen d'âge. Il sera procédé à l'élection du président. Après, l'Assemblée déterminera le nombre de vice-présidents à pouvoir, et puis il sera procédé à l'élection des vice-présidents. Et là, à partir de ce moment-là, je dirais, la communauté d'agglo sera en mesure de pouvoir de nouveau se réunir et puis continuer son travail. Et justement, Mosaïque sera présent à cette première assemblée plénière. Vous serez avec nous pour commenter les grandes étapes de la soirée. Est-ce qu'il y a des inconnus dans cette soirée ? En ce qui concerne l'inconnu de cette soirée, on peut la résumer, je dirais, à une situation. On ne sait pas quelle sera la place du secteur de Sarralbe dans cette nouvelle intercommunalité. Il y a des enjeux. Il semblerait qu'effectivement, et ceci serait tout à fait logique, qu'une place serait réservée au niveau de vice-président, donc du bureau de la nouvelle de l'intercommunalité. Mais à savoir qui sera candidat et qui sera élu, je laisse la place, je dirais, aux élus de déterminer. Mais je suis sûr que l'attelage Roth auront su prendre les dispositions nécessaires pour cette soirée se déroule tout à fait normalement. On aura un peu plus de réponses donc jeudi soir. Une dernière question, si vous aviez un conseil à donner aux nouveaux élus, ce serait quoi? J'avais un conseil aux nouveaux élus, c'est de continuer à travailler dans un esprit communautaire qui s'est créé depuis 1999 sur le secteur de Sarreguemines en travaillant étroitement avec la ville-centre et en participant à l'évolution du secteur. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau, d'avoir partagé aussi votre expérience. C'est moi qui vous remercie, Aude. On s'intéresse maintenant à un tout autre événement, l'inauguration de la nouvelle cafétéria du CHS de Sarreguemines. Les patients et le personnel attendaient sa rénovation depuis 1 an. Et pour cause, c'est un véritable lieu de vie qui accueille une 60aine de personnes par jour. Marie Lorenz était sur place lors de l'inauguration.
Au CHS de Sarreguemines, l'année démarre par une inauguration. La cafétéria du centre hospitalier spécialisé a été entièrement remise à neuf. Construite en 1970, des travaux de rénovation s'imposaient. Démarrés en décembre 2015, ils se sont achevés à la fin de l'année 2016. Cette cafétéria a été étendue pour notamment permettre l'utilisation du jardin en été, et une nouvelle entrée a été créée sur l'avant pour permettre justement des flux de patients et de personnel facilités, les gens qui rentrent, qui sortent facilement. Jean-Claude Kneib et les membres du CHS n'ont cessé de le rappeler, la cafétéria est la place du village, un lieu de rencontre important. Mais nous avons, nous, au CHS, un média autrement mieux informé probablement que vous, Mosaïque, ou que vous, le Républicain Lorrain, c'est Radio Steinbach. Radio Steinbach qui est le média très officiel du CHS et qui probablement tient son quartier général ici, à la cafétéria, parce que beaucoup de petites histoires, de rumeurs naissent ici. Le patient est au même niveau que le personnel, et donc voilà, on est sur une surface égalitaire, et je pense que c'est le plus beau message d'espoir qu'on peut transmettre aux patients. Il y a forcément des échanges, et puis c'est pour le patient un reflet de ce que va être sa vie future, puisqu'il ne va pas théoriquement passer sa vie à l'hôpital. Avant le début des travaux, le budget envisagé avoisinait le million d'euros. Finalement, le coût de la rénovation de la cafétéria s'élève à 430 000 euros. Une baisse d'un demi-million qui s'explique d'une part par l'abandon d'un projet d'extension de la cafétéria, mais aussi grâce aux compétences de l'équipe technique de l'hôpital. Nous avons eu l'idée justement de faire un partenariat entre nos services techniques, des entreprises externes, parce qu'il y a des compétences qu'on ne maîtrise pas en interne et qu'il fallait absolument sous-traiter en externe, mais aussi les patients. Et je pense que sans les patients et sans les corps d'état internes à l'établissement, ce coût de 430 000 euros aurait été facilement doublé. Pour rappel, la cafétéria du CHS est ouverte toute l'année de 10h à 17h. Du sport à présent, et notamment du tennis de table. Joueurs et membres du club de Sarreguemines ont participé à une compétition inédite. Ils ont dû organiser pour la première fois un match en relais. Reportage de Marie Lorenz. Les pongistes de Sarreguemines ont eu droit à une compétition inédite samedi. Pour le championnat de France des clubs, ils ont accueilli les équipes de Mézières-les-Messes et de Hanou. Jusque-là, rien d'anormal, excepté que tous les compétiteurs se sont affrontés sur une seule et même table. Les matchs se sont déroulés sous forme de relais. Les points sont acquis à partir de 11, donc ça ne se joue pas comme un match traditionnel en 7. Donc à chaque fois qu'une équipe arrive à 11, on change de partenaire et de compétiteur. Donc c'est organisé par catégorie d'âge, par catégorie de points, et les matchs s'enchaînent jusqu'à un score acquis à 99 points. Un système pas évident, les sets étaient rapides et les pongistes sarregueminois ont parfois eu du mal à adapter leur jeu. Comme ça se joue qu'en un set, on a beaucoup plus de mal à s'habituer au jeu de l'autre, donc on perd beaucoup plus vite. Enfin, c'est vraiment plus difficile. Enfin, moi, je trouve ça super difficile. Il faut essayer de directement repérer les points faibles, de voir avec plusieurs services, par exemple, commencer avec un service coupé, voir si l'autre personne elle a plus de difficultés sur le coupé. Et faut directement s'habituer parce que sinon, c'est perdu, quoi. L'équipe de Mézières-les-Messes n'a pas laissé un seul set lui échapper et a donc logiquement remporté la compétition. Malgré sa 3e place, l'équipe de Sarreguemines reste satisfaite de son parcours. Le club sarregueminois accueillera prochainement les quarts de finale de la Coupe de Moselle ainsi que la Coupe de la Mirabelle. Et sachez que les tickets sport culture reprennent du service pour les vacances de février et d'avril. Toute une liste d'activités proposées par la ville de Sarreguemines. Les inscriptions ont lieu les mercredis 25 et jeudi 26 janvier au casino des Faïenceries. C'est une tradition du début d'année. Le président et les boulangers du syndicat des boulangers de Sarreguemines Beach Sarralbe présentent leurs vœux autour d'une galette des rois. C'est l'occasion pour eux d'informer le député maire et son équipe municipale sur le bilan de leur activité. À savoir que les artisans boulangers détiennent près de 60% du marché du pain, mais sont confrontés à la concurrence de la grande distribution. Reportage de Guillaume Dumonteil. Tout d'abord, il y a le temps des discours. Julien Frelich, le président du syndicat des boulangers de Sarreguemines Beach Sarralbe, a évoqué la concurrence à laquelle lui et ses collègues font face. Aujourd'hui, les boulangers détiennent près de 60% du marché du pain et voient leur chiffre d'affaires diminuer.
Ils font valoir la dimension de proximité de leur commerce et le caractère artisanal de leur production. Le député maire a également pris la parole et dit son opposition à la libéralisation à outrance de certains métiers. Il est contre l'idée que l'on pourrait exercer le métier de boulanger en ayant moins de formation que les professionnels déjà en place. Suite à ces discussions, élus et personnels municipaux ont savouré les différentes galettes apportées. Voilà, c'est la fin de l'actu. On se retrouve dans un instant pour le 3e épisode de notre série de la semaine avec la grande famille Emmaüs. A tout de suite. Il ne faut jamais perdre de vue que l'essentiel dans le service de l'assurance, c'est le moment difficile, le moment du sinistre. L'important, c'est d'avoir un agent d'assurance, un interlocuteur en tout cas, qui a une bonne réactivité, qui est bien entouré, qui a une équipe efficace, dynamique. Les assurances AXA Philippe Thierry sont à votre service et répondent à tous vos besoins. Pro et compagnie à Sarreguemines brade ses prix. Le moment idéal pour changer votre réfrigérateur, votre lave-linge ou votre lave-vaisselle. Et votre aspirateur n'est-il pas un peu fatigué? Votre écran plat est-il en état? N'en faut-il pas un autre pour votre cuisine ou votre chambre à coucher? Les opportunités Pro et compagnie à saisir du 7 au 21 janvier. Pro et compagnie, le réflexe gentillesse. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Après l'euphorie de la Coupe de France, le SFC reprend le championnat. Samedi, les faïenciers reçoivent Haguenau. Plus de sport, c'est en direct à 18h, samedi sur Mosaïque, avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Suite de votre série Mosaïque qui vous fait découvrir le fonctionnement de l'association Emmaüs. Après avoir suivi les compagnons qui récoltaient les objets chez des particuliers, on s'intéresse aujourd'hui à ce qu'ils deviennent. Jérémy, bénévole d'Emmaüs à Forbach, vous fait découvrir le local d'arrivage où sont stockés l'ensemble des objets avant d'être mis en magasin ou déposés au recyclage. Regardez. Mon rôle, en fait, c'est de trier tous les livres qui arrivent à l'arrivage, donc là où on se trouve. Ce qu'on faisait dans le temps, c'est qu'on mettait par étagère un système de correspondance, une étagère qui correspondait à une étagère en rayon. Le problème étant qu'on a énormément de livres en ce moment, donc on ne peut plus forcément faire ce système. Donc ce qu'on fait pour l'instant, c'est que dès que j'ai des livres qui sont intéressants, je les mets dans des caddies comme celui que j'ai là-bas. Les caddies, ensuite, ils vont en salle et les autres bénévoles, on est 7 ou 8 en tout à peu près, prennent dans les caddies, les transvasent directement en rayon. Ce qui permet en fait de gagner du temps et d'essayer d'arriver à limiter le problème, quoi. Au début, c'était très compliqué en fait. Bon, moi, ça fait 9 ans que je suis là, donc j'ai un peu l'habitude, à force, je suis rodé. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué déjà de faire la différence entre ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Donc d'un côté, ce qu'on va garder, ça va dépendre, je vais prendre un exemple simple, celui-là on va le garder parce qu'il n'y a pas de cornure de côté, il n'y a rien qui est écrit à l'intérieur, donc c'est bien, là c'est pas écorné non plus, et ici c'est tout blanc. Donc ça c'est un bouquin qu'on peut garder, il y a juste un petit espace, mais ça c'est quasiment rien. En revanche, vous avez d'autres bouquins, comme par exemple celui-ci, on va avoir plus de mal à le garder parce qu'un bouquin avec des taches comme ça veut dire qu'il a passé du temps à la cave. Il y a d'autres bouquins, vous le remarquez tout de suite, parfois c'est un peu jauni. Ici, c'est un fumeur, ça se remarque aussi. Et puis après, il y a l'odeur, quoi. Ça, c'est un bouquin, l'odeur va encore. S'il a passé un certain temps à la cave, on le sent tout de suite, et ça, c'est invendable. Et malheureusement, souvent, les bouquins passent un peu de temps à la cave avant d'arriver.
Grosso modo, on garde entre 30 et 60% des arrivages. Le reste part au recyclage. La saison des Mirabelles est déjà bien loin, mais on peut encore en profiter grâce à des producteurs comme Régis Kriegel de la Corbeille-Lorraine. Il a récolté les Mirabelles et les a mises en bocaux. Ce confiturier vous les propose aujourd'hui avec des aiguillettes de canard. On regarde. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la Corbeille-Lorraine. Eh bien, aujourd'hui pour le plat, donc aiguillettes de canard à la Mirabelle et donc bien entendu préparées avec les Mirabelles de la Corbeille-Lorraine. Commencez par dénoyauter les Mirabelles et réserver. Dans une poêle huilée, faites dorer les aiguillettes de canard 2 à 3 minutes sur chaque côté. Salez et poivrez et réservez au chaud. Dans la même poêle, ajoutez les Mirabelles et l'eau-de-vie de Mirabelle. Flambez, laissez les Mirabelles prendre un peu de couleur, puis ajoutez le fond de volaille. Laissez réduire 2 minutes et servez aussitôt en accompagnement des aiguillettes de canard. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 300 g de Mirabelles, 12 aiguillettes de canard, 20 centilitres de fond de volaille, 5 centilitres d'eau-de-vie de Mirabelle, de l'huile, du sel et du poivre. Mirabelles dont je suis fier parce que des Mirabelles déjà cueillies à pleine maturité, à l'arbre, triées sur le volet, préparées dans un sirop. Elles sont tout à fait agréables, elles ont le bon parfum subtil de la Mirabelle. Elles gardent leur fermeté aussi, c'est la raison pour laquelle on peut justement les utiliser dans des préparations et dans des plats. Elles résistent bien à la cuisson, avec des viandes. Vous pouvez également utiliser nos Mirabelles au sirop pour réaliser le dessert lorrain. Le dessert lorrain qui consiste en fait à les flamber et à les servir avec de la glace à la vanille. L'idée, on réduit le sirop dans un premier temps. Lorsque le sirop s'épaissit, commence à caraméliser, on y plonge les Mirabelles très rapidement, 2-3 minutes. Là-dessus, un trait d'eau de Mirabelle, une étincelle et c'est parti. On a un feu d'artifice gustatif et avec de la glace à la vanille en dessert, ça fonctionne très bien. Donc, bon appétit! Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Jean Birkel. Très belle journée à tous. À bientôt.